Usually when a drug enters your body, it spreads all over the board. The drug reaches the area it's meant to heal, but also various other places which would rather not see it. It leads to many adverse effects, and it is especially disastrous in cancer treatments, which can destroy healthy tissue. If we could deliver the drug directly on its target, we would avoid those side effects. This is called targeted drug delivery. So, how can it be done? The idea is to lock the active ingredient into a biocompatible shuttle, such as a droplet or a container that won't damage human tissues. Those shuttles spread throughout the body and are intended to release their shipment only in the vicinity of the tumors. The release itself is often performed with ultrasounds, which are already commonly used for sonography. Their use is very convenient as they can reach deep in the organs without damaging them. However, it's not as easy as it sounds. It's still a challenge to send all the shuttles to the right place. And if the drug is accidentally released at the wrong spot, it is likely to harm healthy tissues. Since the risks come from a leakage of the drug, we could avoid moving the active ingredient around by building it directly on site. This is called in situ chemistry. We are now going to meet Marine Bézagu, a young researcher who worked on this topic during her PhD. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les principes et les avantages de cette nouvelle méthode de délivrance ciblée? Oui, alors le principe de la méthode, c'est de donner une alternative aux méthodes de délivrance traditionnelles. Traditionnellement, on va encapsuler un produit anticancéreux qui est lui-même très toxique. Et le risque inhérent à cette méthode, c'est évidemment que le produit fuit dans des zones non désirées. Avec la chimie in situ, plutôt que d'encapsuler un produit toxique, on va encapsuler deux précurseurs de ce produit qui sont peu ou non toxiques. Et finalement, on va venir délivrer des produits non toxiques, donc le risque de fuite sera minimisé puisque la toxicité sera minimisée. Et on va réassembler ces produits directement dans la tumeur pour recréer la molécule thérapeutique. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as mis en application ce principe général de la chimie in situ sur tes recherches pour le traitement des cancers? Alors, dans toute méthode de délivrance, il faut définir une capsule, un système d'encapsulation et un stimulus externe qui va nous permettre de rompre cette capsule. Donc, dans notre cas, le stimulus externe qu'on a choisi, c'est les ultrasons. Les ultrasons, c'est les mêmes que ceux qu'on utilise pour faire de l'échographie dans les hôpitaux. Et puis, notre capsule, c'est ce qu'on appelle une double émulsion. Donc, une double émulsion, c'est très simple. Il faut imaginer une sorte de vinaigrette à deux niveaux. Dans notre cas, on a encapsulé des nanogouttes d'eau dans une micro-goutte de perfluorocarbone qui elle-même voyage dans de l'eau. Le perfluorocarbone, c'est un liquide très particulier, du même type que les revêtements des poils téphales. Il a comme propriété particulière d'être non miscible avec l'eau, mais aussi non miscible avec l'huile. Donc en fait, dans notre émulsion à double étage, il va nous permettre d'isoler les nanogouttes qui sont à l'intérieur du milieu extérieur. Dans notre étude, on a encapsulé à l'intérieur des gouttes une de ces entités, appelons-la A, et on a laissé libre à l'extérieur des gouttes la seconde entité qu'on pourrait appeler B. Avec les ultrasons, on va pouvoir rompre la goutte et réunir ces deux entités A et B pour les faire réagir ensemble. Comment fais-tu pour encapsuler tes composés dans ta double émulsion? Alors, l'encapsulation se fait en deux étapes. Dans une première étape, on fabrique une nano-émulsion, donc une émulsion de nanogouttes d'eau dans du perfluorocarbone. We're going to do a quick experiment to showcase how Marine's nanodroplets are formed. We made a simple emulsion with blue-colored water and cooking oil. We put this emulsion in an ultrasonic bath. When the ultrasounds are switched on, we see that white blurred areas appear on the surface of the mixture. This color shows that the droplets making up the emulsion have a size which is roughly equal to the wavelengths of visible light. So now we have droplets a few hundred nanometers in diameter. Ultrasounds have broken down the millimeter-sized droplets we started with into tiny microscopic droplets that diffuse light. Deuxième étape, tu fais une émulsion de cette émulsion? Voilà, exactement, mais avec un nouveau procédé. On n'utilise pas un procédé ni mécanique, ni énergétique comme les ultrasons, on va utiliser la microfluidique. Donc on utilise plus exactement le système qui est sur l'écran ici, qui est composé en fait d'une trentaine de canaux parallèles qui vont venir découper l'émulsion primaire en petites gouttes micrométriques. Les canaux, c'est les choses qu'on voit en tortillon là? Exactement, c'est les petits tortillons. Ce qu'on voit en noir, c'est l'émulsion nanométrique qui va venir arriver sur ces petits tortillons qui sont très étroits et qui débouchent dans une sorte de grande piscine. Et en fait, le liquide va arriver au niveau de la marche, va se rompre à intervalles réguliers pour former les petites gouttes qu'on voit ici en noir. Le plan est trop large pour qu'on voit
la nanoémulsion dans les gouttes. Mais si on zoome sur ces gouttes, comme sur cette vidéo-là, où le contraste est inversé, les gouttes sont cette fois-ci en blanc, on commence à distinguer beaucoup mieux les nanogouttes à l'intérieur de la microgoutte. Typiquement cette structure en double émulsion. Ta double émulsion est prête et on voit que tu as des gouttes dans des gouttes que tu vas pouvoir mettre dans ton système microfluidique. Et la deuxième partie de l'expérience, finalement, c'est l'interaction avec les ultrasons. Alors, pourquoi est-ce que envoyer des ultrasons sur cette double émulsion fait que les partenaires réactionnels rentrent en contact? Alors, les ultrasons, ici, nous servent de stimulus externe pour rompre la capsule, dans notre cas, la double émulsion. Et c'est pour ça qu'on avait choisi à l'origine le perfluorocarbone comme liquide séparateur entre les nanogouttes internes et le milieu aqueux extérieur, parce que le perfluorocarbone a la propriété d'être très sensible aux ultrasons. Notamment si on focalise cette onde ultrasonore, si on la concentre sur un point où le perfluorocarbone est présent, on va vaporiser le perfluorocarbone, on va le faire passer de sa phase liquide à sa phase gazeuse. Et ce phénomène-là, qui est très bref, va suffire à rompre cette structure et à libérer le produit qui est à l'intérieur. Donc avec un appareil d'imagerie, on va pouvoir localiser une zone particulière, sélectionner la position de la tumeur et venir réunir nos partenaires A et B par rupture de la capsule dans la zone sélectionnée, donc dans la tumeur, et fabriquer notre anticancéreux dans la tumeur. Donc tu fais à la fois la visualisation, la recherche et le traitement avec l'appareil ultrasonore. Tu combines deux utilisations. C'est un des avantages majeurs de cette technologie, c'est qu'on utilise le même appareil, le même échographe pour faire l'image de la tumeur et pour la traiter. Alors, tu nous décris là un projet qui est très ambitieux, qui a l'air d'être très prometteur, mais peut-être que tu n'as pas développé ce système médical tout de suite. Tu as peut-être essayé de simplifier la situation avec une expérience modèle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Oui, tout à fait. C'est le type de recherche où on commence très loin de l'application pour arriver pas à pas vers cette application. On a commencé par travailler sur un modèle pour vérifier qu'on était bien capable de contrôler cette réaction, à la fois spatialement et temporellement. Et alors, quelle est ta réaction modèle ? Quelle est la propriété que tu as mesurée finalement pour dire ça marche, on a validé ces deux objectifs ? On avait besoin pour cette réaction modèle majoritairement de pouvoir la visualiser par microscopie. Et la seule façon de faire ça, c'était de créer une réaction qui induisait de la fluorescence. Some atoms and molecules exhibit a phenomenon called fluorescence. When lit by a high-energy radiation, they re-emit some low-energy light back. For instance, some of them could absorb UV light and emit visible light through fluorescence. On a décortiqué ensemble les différents éléments de ta manip. Maintenant, on va récapituler l'expérience dans sa totalité. On prépare des gouttes qui contiennent un produit A. À l'extérieur de ces gouttes, on place un produit B. On vient injecter ce mélange dans un canal microfluidique. Ce canal est placé au niveau de la zone de plus forte intensité ultrasonore. Sous l'effet de cette focalisation ultrasonore, le perfluorocarbone va se vaporiser et va libérer le produit A pour le mettre en présence du produit B. Et ce qui se passe dans l'expérience, c'est qu'on va voir cette intensité lumineuse augmenter très rapidement et très intensément, ce qui signifie que les deux produits A et B sont rentrés en contact, ont réagi et ont formé le produit de réaction fluorescent. Tu as montré que ton expérience modèle fonctionnait. Quelles sont les prochaines étapes ? Alors bien évidemment, pour la suite, on voudrait appliquer ce concept à des choses plus réelles, à la synthèse locale d'anticancéreux. Donc c'est ce qu'on s'attache à faire actuellement. On a démarré il y a quelques mois une étude in vitro, c'est-à-dire une étude sur cellules, pour vérifier qu'on était capable de fabriquer un anticancéreux directement sur les cellules et d'induire une mort cellulaire. Et puis si ça fonctionne, ce qui semble être le cas, on va pouvoir passer au petit animal, à la souris ou au rat, pour démontrer encore une fois ce concept, un niveau au-dessus, de plus en plus proche de l'application. Ce qui paraît encore plus intéressant que de réutiliser ce qui existe déjà, ce serait de travailler sur des molécules qui sont à l'heure actuelle trop toxiques pour être commercialisées. Puisqu'avec notre stratégie, on va diminuer énormément cet aspect de toxicité. On va prendre des précurseurs non toxiques ou beaucoup moins toxiques. On va en plus les encapsuler dans des microgouttes. Et donc finalement, ça va peut-être nous permettre de pouvoir réutiliser toutes ces molécules qu'on a laissées sur le côté à cause de leur toxicité. Eh bien, pour finir cette vidéo, je crois que tu as quelque chose à nous remettre. Alors oui, j'ai choisi cette photo qui représente des microgouttes de perfluorocarbone, des doubles émulsions. C'est un peu le socle de tout ce projet. Tout repose sur l'encapsulation, donc ça me paraît un bon résumé de l'ensemble du projet. Merci beaucoup. On va être ravis de l'ajouter à notre panneau dans notre studio. Et puis, un grand merci d'avoir participé au projet Lutetium. Merci à toi.
And that is how working at the crossroads between three different fields of science, namely organic chemistry, microfluidics, and acoustics, helps us reach new medical milestones. If you like this video and if you don't want to miss any of the upcoming ones, don't forget to subscribe. Likewise, if you have anything to say about this video or its contents, leave us a comment below.